Bonjour et bienvenue sur Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Une émission en partenariat avec Cinéma Teaser. Chaque semaine, nos experts décryptent pour vous l'actualité des exclusivités de plateformes, films, séries, documentaires, télé-réalité, sport, animé ou stand-up, rien n'est laissé de côté. Toute l'équipe de Original vous souhaite d'ailleurs une très bonne et heureuse année 2025. Aujourd'hui, pour nous accompagner, je retrouve, et comme chaque semaine, Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellite Fax et créateur de Originals. C'est un peu notre faiseur de rêve à nous. Exactement, et effectivement, bonne année 2025 à tout le monde. Et Gauthier, c'est quoi ce partenariat qu'on a avec Cinéma Teaser ? Oui, c'est un partenariat éditorial où Cinéma Teaser va donc maintenant nous mettre en avant dans leur magazine et sur leurs réseaux sociaux à chaque fois qu'il y aura une nouvelle émission. Et nous, on les remercie de leur soutien pour ça, vraiment. Notre invitée du jour, Caroline Vier, journaliste culture à 20 minutes. Bonjour Caroline. Bonjour messieurs. On est ensemble aujourd'hui pour parler notamment de la saison 2 de Squid Game, la série coréenne Phénomène, et notre rubrique Ne cherchez plus, avec, je le rappelle, une reco de Gauthier pour arrêter de scroller devant sa télé. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Gauthier ? Je vais vous parler de Rêve Productions sur Disney+, la série animée en 4 épisodes qui étend l'univers de Vice Versa et Vice Versa 2. Et on se fera ensuite, bien sûr, l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Et vous pourrez retrouver en toute fin d'émission l'interview originale de notre invitée, Caroline Vier. C'est moi. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et on est parti aujourd'hui sur un gros plan sur Squid Game, la saison 2, cet épisode, je le rappelle. La saison 2 de Squid Game, donc série sud-coréenne créée par Hwang Dong-wook, disponible sur Netflix depuis la fin du mois de décembre. On rappelle que cette série Phénomène poursuit l'histoire de Chung Gi-hoon et mêle suspense et critique sociale à travers un jeu de survie toujours plus intense. Que vous tiriez sur des gens ici ou dans les jeux, ou que vous les escroquiez sur des quais de métro, ça ne change rien. Joueur 456, qu'attendez-vous de moi ? Laissez-moi retourner dans le jeu. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous sommes là pour vous offrir une nouvelle chance. Bougez pas! Attention! Avant toute chose, Gauthier, c'est quoi l'histoire de Squid Game en général ? L'histoire de Squid Game en général de la saison 1 et donc maintenant de la saison 2 est pas une histoire, c'est pas du jamais vu, puisque c'est un petit peu une mise en scène d'un jeu où les participants, malgré eux, sont obligés de mourir ou de s'entretuer pour pouvoir arriver à devenir le dernier participant et gagner une énorme cagnotte d'argent. Ce sont des gens qui sont pris parce qu'ils sont désespérés, ils sont sélectionnés comme ça par leur désespoir social. Et on les met tous ensemble, ils doivent être à peu près 500, et donc ils doivent participer épreuve après épreuve et tenter de survivre en jouant à des jeux qui paraissent très enfantins. Voilà, ils sont isolés sur une île, ils savent eux-mêmes pas où ils sont, ils savent eux-mêmes pas comment s'échapper, ils sont gardés par des gardes masqués en tenue rose qui ont chacun des mitraillettes, ils sont armés jusqu'aux dents et tout ça. Donc c'est quelque chose, c'est un programme qui ressemble beaucoup au jeu de gladiateurs, tout simplement, ou peut-être à Hunger Games pour certains, à Battle Royale pour d'autres, à On achève bien les chevaux pour ceux qui se souviennent du film de Sidney Pollack, c'est ça, il me semble. Donc c'est pas du neuf, mais ce qui est très neuf dans l'approche de la série, c'est l'esthétique, c'est l'habillage musical, c'est le décor, c'est tout ça. On va en parler avec Caroline. Caroline, je te voyais hocher la tête pendant la description de Gauthier. Tu as particulièrement apprécié, toi, les 2 saisons de Squid Game, Alors je crois. j'ai surtout apprécié la deuxième, pour être tout à fait honnête. La première, je trouve que ça se termine. J'aimais pas du tout la fin. Et la deuxième, je me suis beaucoup amusée, oui, parce que c'est très coréen, donc c'est joyeusement sadique. Et surtout, ce qui est intéressant, et ce que tu n'as pas signalé, si je puis me permettre, Gauthier, c'est que certes, contrairement, ça ressemble effectivement à tous ces films que tu as cités, mais la différence, c'est qu'eux ont choisi d'être là. Et qu'ils votent régulièrement pour savoir s'ils restent ou s'ils partent avec leur cagnotte. Donc ils ont une possibilité de choix et de s'en aller. Et les gens qui sont là sont des gens qui ont choisi. Alors ils ont été un peu forcés parce qu'ils ont besoin d'argent, mais ils ont quand même choisi d'être là. Et c'est pas une émission de télé, c'est une émission, c'est un jeu qui est vu par de riches hommes d'affaires qu'on a entrevus dans la première saison et qui assistent parfois en direct au fait que ces braves gens s'entretuent. Oui, ça a un côté
jeu du cirque pour l'élite. Au fait, c'est pas proposé au peuple, c'est pas proposé aux masses. C'est seulement l'élite de la nation sud-coréenne qui a le droit de regarder à ça. Mais c'est quand même une vision qui est extrêmement dure de la société coréenne, parce que les pauvres sont dans une telle misère que ils sont obligés d'aller s'entretuer dans l'espoir d'obtenir une somme qui doit ressembler à quelque chose comme 34 millions d'euros, donc c'est une très grosse somme. Mais les riches sont pas tellement plus heureux, puisque les deux gagnants du jeu de précédentes éditions sont les héros du film, et que dans la première saison, moi je divulgage un peu la première saison, mais le créateur du jeu est un homme richissime qui se cassait les pieds, qui savait pas quoi faire de son argent, et qui a créé le jeu pour se distraire au point d'y participer lui-même. Ouais. Donc ce que ça dit de la société coréenne, c'est que qu'on ait des sous, qu'on n'en ait pas, on s'ennuie bien quand même. Alors, cette critique sociale qui est présente dans Squid Game, est-ce qu'elle est aussi percutante dans cette nouvelle saison, ou est-ce que le côté spectaculaire prend un peu trop le pas, peut-être ? Ah non, pas du tout. Le côté, on a beaucoup reproché justement à la série de mettre 1 ou 2 épisodes avant que les jeux commencent. Les personnages sont beaucoup plus creusés. Le personnage principal, donc le célèbre numéro 456, est notamment passionnant parce que lui a gagné. Il se retrouve en bisbille avec le numéro 1, dont on va découvrir après, enfin nous on le sait, lui il ne le sait pas, ce qui est un ressort dramatique que j'aime beaucoup, moi. Ça marche toujours très bien avec moi, ça. Nous on sait que le gars lui ment et lui ne le sait pas. Et donc il se passe beaucoup de choses, et évidemment on attend les jeux. L'intérêt de Squid Game, c'est que c'est incroyablement méchant, violent, et voilà, on regarde ça pour ça, et on découvre qu'une fourchette, ça peut servir à plein de trucs rigolos. Ouais, il faut préciser que cette deuxième saison qui arrive, en fait, quand on arrive au bout des 7 épisodes, on se rend compte que en fait, c'est un petit peu comme si on nous avait donné la moitié d'une très grande deuxième saison, et qu'il va falloir attendre la saison 3 pour comprendre la fin de l'arc narratif de cette saison 2. C'est comme si on avait coupé l'intrigue en plein milieu. D'autant Saison plus 3 qu'ils qui sont... sera la dernière, il me semble. Oui, alors, il est question que ce soit recoupé en petits, que ce soit saucissonné. C'est comme, ils sont pas fous, ces gens, ils aiment l'argent. Donc, à l'origine, c'était 3 saisons. Là, on nous dit que peut-être ce sera une saison 2 et demie, pour arriver ensuite à une 3e saison qui sera peut-être elle-même coupée en 2. Pour l'instant, tout ça n'est pas bien clair, hein, mais il y a encore de quoi faire. Hein. Les intrigues ouvertes sont encore très intéressantes à résoudre. Mon espoir quand même, c'est qu'ils sachent mettre un point final à un moment et qu'on ait une œuvre qui s'appelle Squid Game et pas 34 saisons d'un truc qui finit jamais. Entièrement d'accord. Mais c'est souvent le problème des films coréens. Ils savent pas finir. Et c'était le problème de la première saison, à mon sens, qui était assez anxiogène et qui se terminait sur une pirouette dont qu'ils ont exploité évidemment dans la saison 2, mais qui était un peu dommage à mon sens. On rappelle juste comme ça quand même que la saison 1 de Squid Game a été un phénomène planétaire. Complètement fou. C'est une de ces séries dont tout le monde parlait à la machine à café et tout ça. Enfin, le monde entier a regardé ça. C'est assez heureux parce que ça vient après l'immense succès de la Palme d'Or Parasite. Et on se dit que voilà, il y a enfin un univers audiovisuel, un cinéma, un univers audiovisuel sud-coréen qui prend la place de devant et qui joue des coudes avec Hollywood maintenant. Est-ce que vous pensez justement que cette saison 2 a ce qu'il faut pour reproduire ce phénomène ? Oui, on n'a pas besoin de le penser, c'est ce qui est en train d'arriver tout simplement. Il suffit de voir sur les réseaux sociaux et tous les détournements et toutes les théories pour la suite, à quel point ça s'enflamme complètement dans le monde entier. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un peu sur les réseaux, il y a des choses fort drôles, hein. Et des théories complètement fumeuses et très rigolotes aussi. Donc oui, ça emballe les fans. Est-ce que, justement, faire jouer sur les cliffhangers, sur le suspense des saisons, ça marche un peu comme moi qui suis une vieille dame, Twin Peaks autrefois. C'est-à-dire qu'on attend... Il y a toute une attente. Nous qui sommes maintenant habitués à avoir accès à peu près à tout très rapidement, là, ça recrée le plaisir feuilletonnant de savoir ce que vont devenir les personnages. La culture de l'attente. Alors, ces éléments narratifs, justement, ou stylistiques même, est-ce que vous avez trouvé plus intéressant dans cette nouvelle saison ? Disons que moi, ce qui m'avait ébloui dans Squid Game, la saison 1, c'est pas tellement ce que ça raconte, mais c'est plutôt... c'est plutôt le cadre, c'est-à-dire que tout ça se passe dans des hangars qui sont repeints en rose, en couleur pastel, avec des gardes, je le disais, qui ont des costumes roses hyper bizarres, avec des boutons de PlayStation sur leur masque et tout. Il y a des plans qui reconstituent carrément des tableaux d'écheurs. On ne sait pas très bien où est le haut, où est le bas et tout ça. Ça, je trouve ça hyper chouette de retrouver cet univers-là. Il y a aussi un
un habillage auditif qui est assez marrant, c'est-à-dire que dès on appuie sur play, on entend tout de suite les petites musiques qui reviennent et qui nous rappellent le plaisir qu'on avait pris à la première saison. Donc retrouver cet univers, je trouve ça super super cool. Ensuite, je suis un petit peu comme les détracteurs principaux de cette saison 2, c'est-à-dire je trouve que ça met trop longtemps à commencer. Comme le disait Caroline, on a envie d'être dans le jeu. Donc quand on met 2 épisodes au lieu d'un avant d'être dans le jeu, je me dis, on joue un peu la montre. Ouais, mais il joue quand même dans ces épisodes, et il joue de façon extrêmement sadique, et assez proche d'ailleurs de certains des polars coréens brutaux qu'on aime bien. Oui, mais ces 2 premiers épisodes, ils servent aussi à expédier un mystérieux personnage de la saison 1 qu'on aimait bien et sur lequel je trouve on aurait pu jouer plus longtemps, alors que le pauvre homme... Le recruteur, tu veux dire ? Le recruteur, tout à fait, le recruteur du métro. Il va peut-être être remplacé, ce monsieur, et on se demande par qui. Ça fait partie des nombreuses théories qui courent un peu partout. Moi, je trouve justement très bien qu'on nous change un peu et que ce ne soit pas uniquement des jeux. Puisque c'était le cas de la première saison, je trouve chouette que maintenant que ce monde est posé, on change les choses. Les personnages sont plus creusés à mon sens. Moi, j'aime beaucoup le personnage de la mère et de son fils. J'aime beaucoup le personnage trans. Il a essayé vraiment, enfin c'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui l'invente, je vais pas faire mon intelligente, mais c'est le créateur explique que s'il a voulu montrer toutes les facettes de la société coréenne, certains personnages ne sont pas encore exploités, comme par exemple l'homme d'affaires qui est particulièrement endetté, et je trouve que là-dessus il y a vraiment un beau boulot. Alors c'est vrai que dans saison 1, on avait plutôt des pauvres airs qui étaient... qui avaient eu des dettes de jeu ou ce genre de choses, des laissés pour compte de la société peut-être un peu. Et là, oui, on a de l'homme d'affaires, on a de l'influenceur, et d'influenceur crypto-monnaie qui a entraîné dans sa chute ses followers, et ça c'est quelque chose quand même de très très moderne. C'est vrai qu'on a des profils un peu différents. Comment vous les avez trouvés, donc, ces nouveaux personnages ? Moi je les aime beaucoup, ils sont très marrants, mais alors ils ont quelque chose de très typique du cinéma sud-coréen, c'est que on le disait tout à l'heure avant l'émission, parfois ça manque un petit peu de subtilité, et ils sont tellement tous eux-mêmes à 200% à chaque plan. C'est-à-dire, il y a un rappeur, il rappe à chaque fois qu'il parle, quoi. L'influenceur, on lui parle de ses vidéos à chaque scène. Le héros, comme il a toujours un coup d'avance et qu'il est très traumatisé, à chaque fois qu'on le voit, il a un coup d'avance et il est très traumatisé. Ils sont tellement des caricatures poussées jusqu'à l'extrême que je finis par en rire un petit peu. Le cinéma coréen, c'est ça. Moi, je me souviens quand même au Festival de Beaune, où on avait tout un panorama de polars du monde entier. On était arrivé à la conclusion qu'il valait mieux être assassin en Italie, quand vous alliez vous confesser au commissariat, on vous offrait un café, alors que dans le commissariat en Corée, ils se tapaient sur la figure entre eux, les policiers, en se traitant de connards à toutes les 5 minutes. Donc je pense que c'est vraiment, ça fait partie des codes coréens. Et je trouve aussi intéressant à cette saison, on voit aussi les gardiens. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu du tout, dont un personnage de gardienne, qui à mon avis va avoir toute son importance plus tard, et le fait aussi que certaines personnes ne sont pas là pour des dettes de jeu. Voilà, le personnage de père normal qui est là, par exemple, pour payer le traitement de sa fille, c'est vraiment c'est le malheur qui lui est tombé dessus. Il n'est pas responsable de son état, ce qui était le cas des précédents. Donc je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Oui, ou ne serait-ce que le héros qui n'est pas du tout là pour rejouer, mais qui est là pour renverser le jeu. Et là, c'est intéressant aussi parce que le numéro 1, lui, a gagné aussi. On le sait que le numéro 1 a gagné aussi. Et ils vont chacun un revers un côté de la médaille. Il y en a un qui a gagné et qui est passé du côté des organisateurs, et l'autre qui a gagné et qui est passé du côté des gens qui luttent. Et je trouve ça passionnant, moi. Et c'est pour ça aussi qu'il arrive un événement, on va pas dévoiler tout, mais il arrive un événement au dernier épisode où je finis un petit peu par trouver que il faut attendre le 7e épisode pour que ces braves gens aient une réaction humaine normale. Parce que quand on les voit voter et revoter, il y a des gens, il y a des moments où tu as envie de leur dire, mais vous êtes quasiment sûr et certain de tous y passer au prochain jeu. Donc, soit tous y passer, soit gagner un peu plus d'argent. Pourquoi vous votez de continuer, quoi? Parce qu'ils aiment l'argent. Mais alors ça, moi je pense que les gens voteraient tout à fait comme ça. Alors là, pour moi, je trouve pas ça du tout aberrant. J'ai du mal à y croire, moi. Ah ouais, pour moi c'est évident. Alors pour moi c'est évident. Toute la série est basée là-dessus, et la cupidité est très très bien montrée dès la première scène, dès une des premières scènes de la 2e saison, où le recruteur vient avec des beignets et puis des jeux à gratter. Les gens préfèrent jouer. En plus, c'est tout à fait dans la mentalité coréenne. Là, pour le coup, on joue beaucoup plus aux jeux d'argent. Je pense, je veux pas... Enfin, je présume sans doute, je ne suis pas spécialiste. Il y avait une vraie culture de ça. Non, pour moi, c'est totalement crédible que les gens continuent à jouer. Alors, est-ce qu'on conseille cette 2e saison de Squid Game ?
et plutôt à qui ? Bah, c'est pas compliqué. Si vous avez aimé la première, il n'y a aucune raison de pas s'y retrouver avec la deuxième. C'est quand même, enfin, si on a aimé cet univers, bah voilà, il y a du Oui. rab. Il faut voir la première saison. Hein. C'est très difficile, à mon sens, de suivre la deuxième si on n'a pas vu la c'est pas première. possible. On y perd. On perd tout. On comprend pas. Déjà, après 1 an et demi, on a un peu oublié les personnages. Donc, il faut un petit moment de rattrapage. Donc, il faut vraiment voir la première saison avant la deuxième. Hein, vraiment. Et Caroline, une question. Pour quelqu'un qui aurait vu la première saison et qui se dirait « Bon, ça va, je sais de quoi ça parle », comment tu arriverais à le convaincre de « Si, il faut regarder la 2 quand même ». Ah bah il faut avoir aimé, enfin faut se demander ce que sont devenus les personnages tout bêtement, enfin ça marche là-dessus. Hein. Qu'est-ce qui va lui être arrivé à ce brave homme qui quand même est retourné au casse-pipe tranquillement. Alors il y a même des théories qui se disent qu'il va terminer en couple avec le numéro 1, ça c'est la théorie favorite de ma fille. Et il y a dit sur les réseaux sociaux, comme il y en a un qui est le numéro 1, l'autre 256, on les appelle les 257. Donc voilà, si vous avez aimé la première série, essayez, il faut attendre 2 épisodes. Si au bout de 2 épisodes, ça vous casse les pieds, bah, c'est que vous êtes déçu et puis passez à autre chose. Mais franchement, vous y trouverez votre compte parce que vous retrouverez tout ce que vous avez aimé avec des surprises. J'insiste beaucoup. Hein. Ouais, moi j'aimerais aussi faire la peau à un truc, c'est que sur la première saison comme sur la deuxième, on a vu apparaître dans notre société un espèce de débat moral sur est-ce que ça serait pas un peu voyeuriste de regarder des pauvres gens s'entretuer et tout ça. Les films qui ont le même schéma, on les compte plus. Je veux dire, depuis les chasses du comte Zaroff et tout ça. Évidemment que c'est voyeuriste. C'est quoi l'intérêt sinon? Enfin, je veux dire, je vois pas en quoi c'est mal. Les gens ne s'entretuent pas réellement, car il s'agit d'une fiction. C'est ça. J'ai envie de dire. Vous savez, les comédiens qui sont là-dedans, à la fin d'une scène, ils disent bon bah fin de journée et puis voilà quoi. Ils survivent. Hein. Et j'aimerais qu'on me convainque que si ces choses existaient réellement, elles ne trouveraient pas leur public. Et je n'en suis pas convaincu. Quand on voit certaines émissions de télé-réalité, alors les gens s'entretuent pas, mais je suis persuadé que si c'était mis en vente, il y aurait de la clientèle. Hein. En tout cas, si c'est le sommet de la transgression morale Squid Game pour vous, je trouve que vous mettez un peu de morale un peu trop partout. Ah bah c'est surtout que vous n'avez pas vu grand-chose, parce que Achetez-vous franchement... de la transgression. Oui, c'est ça, c'est vraiment... Enfin, en plus, ça reste très moral à la fin, pour l'instant. Merci à tous les deux. Je rappelle que Squid Game est disponible en exclusivité sur Netflix et que la saison 2 est sortie donc fin décembre, il y a quelques semaines à l'heure où nous enregistrons. Nous laissons maintenant donc les aventures de Gi-hun pour un studio de cinéma pas comme les autres, celui qui n'existe que dans la tête du personnage de Riley dans Vice Versa. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. C'est la chronique Ne cherchez plus. Alors Gauthier, qu'est-ce que c'est que ce business du rêve ? Oui, je suis un peu invendu parce que j'avais dit dans une émission précédente que ça risquait de me plaire ce truc-là. Et ben je l'ai vu pendant les vacances et ça m'a vachement plu évidemment. Rêve Production, une série animée en 4 épisodes du studio Pixar qui étend l'univers de Vice Versa 1 et Vice Versa 2. Je vais pas passer beaucoup de temps à vous expliquer ce qu'est Vice Versa 1 et Vice Versa 2. Il me semble que toute la planète a vu ce truc-là. Il faut vivre dans une grotte pour pas connaître. Voilà. Donc, ces 2 films se passent dans la tête d'une petite fille et se consacrent aux émotions qui s'y bousculent, des émotions qui sont anthropomorphisées, donc, et qui se tirent un petit peu la bourre pour que sa psyché continue, la psyché de la petite fille continue à être stable. Et au détour, bah voilà, on visite son cerveau, il y a plein de trucs dans son cerveau. Et au détour d'une aventure dans le premier épisode, dans Vice Versa, qui était sorti en 2015, on découvrait que ce qui régissait ses rêves était comme un gros studio de cinéma, où on tournait des rêves. Voilà, donc il y a des réalisateurs, il y a des acteurs et tout ça. Et là, on retourne dans le studio de cinéma, Rêve Production, en 4 épisodes, ça raconte ça, et ça raconte comment il y a des jeux de pouvoir et comme à Hollywood, mais dans la tête de Riley, comment il y a des réalisateurs, des réalisatrices qui sont de l'âge classique, c'est-à-dire qui tournent des bons vieux rêves, mais peut-être qu'il y en a marre des bons vieux rêves vu que la petite fille grandit et qu'il serait temps de passer à autre chose. Donc il y a des jeunes loups qui étaient assistants réalisateurs qui se mettent à vouloir faire leurs propres rêves et donc à faire des trucs vachement plus nouveaux, imaginatifs, du jamais vu, parce que c'est des idées neuves, plus jeunes et tout ça. Il y a aussi carrément les réalisateurs arty qui détestent Hollywood, qui sont là, mais qui voudraient avoir leur chance de réaliser un rêve complètement transgressif et tout ça. Et donc c'est en 4 épisodes, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est 4 épisodes de 20-25 minutes. Donc c'est exactement additionné comme si vous aviez un épisode de Vice Versa supplémentaire, un spin-off qui durerait 1h20, 1h30 à peu près.
Et déjà, la seule scène qui se passait dans le studio de Rêve Productions dans Vice Versa 1 était à mourir de rire, mais vraiment à mourir de rire. Et pour les gens qui ont bien ri à cette époque-là, vous en avez encore plus. Et c'est comme si tu regardais un film sur la vie d'un studio. On en connaît plein des films comme ça, de La Nuit américaine de Truffaut à, je sais pas, des films sur les films Tonnerre sous les tropiques. Ça tourne à Manhattan. Ça tourne à Manhattan, exactement. C'est des films sur comment on fait des films. Là, c'est un film d'animation sur comment on fait des rêves. Et il y a tout. Il y a les fausses ruelles, il y a la productrice qui veut virer les uns pour imposer les autres. Il y a le chien qui est génial. Voilà, il y en a pour 4 épisodes. Vous pouvez regarder ça en famille. C'est absolument parfait, quoi. C'est tout ce qu'on aime chez Pixar. De l'univers de Vice Versa, Je m'appelle Joie. Bienvenue au quartier cérébral, le bureau des émotions de Riley. Et j'en fais partie. Voilà des goûts. Oh, colère, n'oublie pas de signer ton contrat. Oh, y a pas le feu. avant les nouvelles émotions de Riley, Des tas de souvenirs méritent qu'on leur réserve un traitement de faveur. Et nous les envoyons à Rêve Productions. il y avait les réalisateurs de rêve. Ah, c'est par ici. En fait, je réalise des rêves pour Riley depuis Depuis 10 ans? Oui, Riley avait à peine 2 ans. Riley est dans le canapé, avec sa couverture. En place d'urgence. C'est trop tôt, on n'est pas prêt. En avant la musique. Tout le monde à son poste. Riley s'est endormi. Et action. Caroline, c'est le genre de proposition qui te séduit? Oh bah oui, moi je suis fan d'animation depuis toujours et voilà, tant que Disney continue à innover comme ça et Pixar aussi, je suis ravi. Et là, c'est du bonheur. Pour qui aime ça, on peut regarder ça effectivement comme dit si bien Gauthier en famille. C'est très rigolo, c'est vif, c'est intelligent et inventif. Tout ce qu'on aime chez Pixar. Absolument. Et puis en plus, je trouve ça très ingénieux de la part de Disney+, de rebondir sur le succès de Vice Versa de cette façon-là et de proposer un contenu qui n'a rien à voir avec le format film, puisqu'on ne se déplace pas au cinéma, ça dure pas exactement la même durée, ça se consomme pas pareil. Mais c'est voilà, je reproche pas, mais je me lamente souvent que les plateformes nous servent un petit peu soit ce qu'on a déjà à la télé, soit ce qu'on a déjà au cinéma, sous un autre format, celui des plateformes. Là, il y a vraiment une plateforme qui a réfléchi à comment proposer un format nouveau pour prolonger un univers très populaire. Ils avaient déjà fait pas mal ça dans des courts-métrages, chez Pixar ou chez Disney, mais là, c'est la première fois qu'ils le font en petite série, et c'est vraiment super sympa. Ouais. Merci beaucoup Gauthier, merci à tous les deux, merci Gauthier pour cette recommandation. On enchaîne tout de suite avec les sorties de la semaine, prenez vos agendas. Et c'est l'agenda de cette semaine, du 6 au 12 janvier, une petite sélection, évidemment nous ne serons pas exhaustifs. Ça commence le 7 janvier, c'est déjà sorti à l'heure où vous écoutez ce podcast, c'est sur Netflix, ça s'appelle Jerry Springer, Silence, Moteur, Altercation. Qu'est-ce que c'est ? C'est un documentaire en 2 parties qui offre une immersion dans les coulisses de l'émission The Jerry Springer Show, l'un des talk shows des années 90 les plus controversés aux États-Unis, en dévoilant notamment ses plus grands scandales tant à l'écran que derrière la caméra. Un documentaire donc qui explore les dessous de l'émission et qui met en lumière les dynamiques internes, les stratégies de production et les incidents notables qu'il y a pu y avoir qui ont marqué l'histoire de la télévision américaine. C'est réalisé par Chris Smith, que vous avez dont vous avez peut-être vu le travail déjà, notamment avec Fire, The Greatest Party That Never Happened. Sur le festival qui n'a jamais vu le jour. Là. Qui n'a jamais vu le jour, voilà, ou sur Tiger King, par exemple. Voilà, je sais pas si Gauthier, t'avais déjà toi regardé à l'époque le Jerry Springer. Bon, je suis un petit peu jeune pour ça, mais Alors moi qui suis une vieille dame, oui, j'ai vu ça aux États-Unis. Et il se fichait sur la gueule avec un entrain évident. Au bout d'un moment, ça devenait malaisant quand même, parce que on avait vraiment l'impression de voir exploiter la misère du monde. On savait pas trop bien si c'était scénarisé ou non, donc c'est rigolo 5 minutes, mais au bout de 10, ça devient un peu pénible, honnêtement. Pour ceux qui donc n'ont pas connu cette émission-là, c'est l'une des premières qui disait inviter un couple et en pleine émission sur le plateau, un peu comme dans cette émission avec le rideau là sur TF1 avec Bataille et Fontaine. Mon émission préférée, tu veux dire ? Oui, voilà. Et on disait à ce couple, Madame, vous avez une révélation, ou Monsieur, vous avez une révélation à faire à votre conjoint, votre conjointe. Elle disait, ben oui, je t'ai trompé avec ton frère, et on accueille le frère sur le plateau. C'était ça l'émission. Donc voilà, c'est un documentaire qui va vous plonger dans les coulisses. Il y avait des cassos quand même de première catégorie.
Hein. De là à penser que c'était des acteurs, il y avait qu'un pas quand même. C'était vraiment le fond de l'Amérique, effectivement. En tout cas, voilà, c'est disponible sur sur Netflix, et c'est 2 épisodes, tout simplement. Le 9 janvier est sorti, alors là on change d'ambiance avec À l'aube de l'Amérique, une mini-série dramatique en 6 épisodes qui explore les défis et les violences auxquels sont confrontés les pionniers américains, puisqu'on est dans l'Amérique de 1857 et on retrouve une mère et son fils fuyant le passé, traversant les étendues hostiles du Far West, où règne bien évidemment liberté, cruauté, à la recherche, et ils sont à la recherche d'un nouveau départ. 6 épisodes pour un drame, un western, qui est créé par Mark L. Smith et surtout réalisé par Peter Berg, que vous connaissez peut-être pour Very Bad Things, Hancock, Battleship ou Bienvenue dans la jungle. C'est avec Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Jay Courtney, Kyle Davis ou Dane Dehan. Voilà donc un nouveau western. Apparemment, moi j'ai vu que quelques images de bande-annonce et il y a l'air d'avoir un certain travail sur la photographie par exemple. On est sur quelle plateforme, excuse-moi ? On est sur Netflix. Toujours, d'accord. J'enchaîne en changeant de plateforme, mais toujours le 9 janvier. On Call sur Prime Video, une série dramatique policière américaine créée par Dick Wolf, que vous connaissez peut-être si vous avez regardé Law and Orders. Une série donc de 8 épisodes qui va suivre Tracy Harmon, une policière chevronnée, et Alex Diaz, une jeune recrue, tandis qu'elle patrouille dans les rues de Long Beach en Californie, et ce quotidien va être filmé à l'aide des caméras portables, des caméras de tableau de bord, des caméras corporelles, offrant une perspective immersive, réaliste dans le travail de la police américaine. Et on a affaire à un duo féminin, ce qui, dans le cadre des séries policières, n'est pas une évidence de prime abord dans les habitudes de tournage qu'on a pu voir. Voilà, je sais pas si c'est un truc qui pourrait vous séduire. Je vous vois avec des mots interrogatifs. Il y a rien qui ne m'intéresse absolument pas. Hein, et encore une fois, si cette série a de l'intérêt, on le saura très très vite et on la regardera avec plaisir. C'est vrai que le dispositif, même s'il est cool, me rappelle d'autres trucs que j'ai déjà vus. Donc, mais oui, je ne ferme pas la. Voilà, on ne ferme pas la porte. On ne ferme jamais la porte. Le 10 janvier. Attention, on se rapproche de nos latitudes, mais on reste sur Prime Video. Pourquoi ? Parce qu'il y a Le Jardinier. Un film qui dure une heure et demie, un peu plus d'une heure et demie. 1h48. 1h48, apparemment, ça a compté les minutes du côté de Caroline. Non, je le sais, parce que ça m'a amusé. Je regarde toujours combien de temps ça dure avant de lancer un film. C'est une comédie d'action française, réalisée par David Charon, mettant en vedette Jean-Claude Van Damme, Michael Youn, et entre autres Nawel Madani. Alors, je vous fais un petit pitch. Ouais. Le film suit Serge, un homme ordinaire qui se retrouve mêlé à une conspiration gouvernementale après avoir découvert un secret d'État. Sa famille et son jardinier, d'où le titre, son jardinier Léo, joué par Jean-Claude Van Damme, bien sûr. Non, même pas, c'est l'inverse. Non, Oui, c'est ça. Non, le jardinier, c'est Léo, Jean-Claude. Donc, sont également pris pour cible, les obligeant à élaborer un plan pour échapper à la menace. Gauthier, ouais. je te sens chaud là. Oui, c'est très bien. Vivement le 10. Comment tu nous as décrit ça, Caroline ? C'est le genre de film je peux pas, c'est difficile de dire ça, c'est amusant. C'est un film amusant. Voilà, c'est amusant. Après, vous savez ce que vous allez voir. Si vous bien attendez à voir Citizen Kane, il est probable que vous soyez déçus. Mais après Jean-Claude Van Damme, on a une tendresse pour Jean-Claude Van Damme. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est assez jouissif. Les seconds rôles sont assez étonnants, franchement. Tout le monde n'est pas passé par l'acteur studio, mais le duo Michael Youn et Jean-Claude Van Damme fonctionne plutôt bien. Non, mais plus t'en parles, plus ça me fait envie. Donc. Franchement, c'est marrant, quoi. Après, si t'as autre chose à faire en même temps, c'est aussi possible. Toujours le 10 janvier. Alors, l'attention, une addition qui peut paraître un petit peu cocasse de prime abord. Si on vous dit qu'on pourrait mélanger Hippocrate et 24 heures chrono. Ouais, oui. Oui. Ça s'appelle c'est bien. The Pit, c'est sur Max et c'est 15 épisodes d'une heure. The Pit est une série dramatique médicale américaine, donc voilà, où chaque épisode couvre une heure d'une seule journée de travail des 15 heures à l'hôpital fictif de Pittsburgh, le Trauma Medical Hospital. Donc voilà, c'est une série qui va offrir une immersion réaliste dans le quotidien des professionnels de la santé, d'où Hippocrate, et ce côté en temps réel, 24 heures chrono. Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Tout simplement parce que le rôle titre, c'est Noah Wyle.
Noah Weil qu'on a connu à l'époque dans Urgence, pour les plus anciens, donc série hospitalière de référence. Et donc voilà, c'est disponible sur Max à partir du 10 janvier. Le 10 janvier toujours, Chair de poule disparition sur Disney+. Comment se faire peur, mais avec une comédie familiale. Chair de poule disparition, c'est la 2e saison qui arrive, il y a 8 épisodes. C'est tiré de la série Chair de poule, adaptée des célèbres romans de R.L. Stein. Et pour les amateurs qui connaissent vraiment par cœur Chair de poule, cette saison s'inspire de plusieurs romans populaires de la série, comme Sous-sol interdit, La voiture hantée, Sang de monstre, La fille qui criait au monstre, Le fantôme d'à côté et La colo de la peur. J'aime bien faire la colo de la peur. Oui, c'est bien. La colo de la peur. Là, en l'occurrence, on sait qu'on va retrouver David Schwimmer, Anna Ortiz, Sam McCarthy. Il y a pas mal de guests qui viennent. Voilà, 8 épisodes pour s'amuser à se faire peur en famille. Et enfin, le 10 janvier, autre film français, on est sur Netflix cette fois, avec Ad Vitam, un thriller français réalisé par Rodolphe Loga, mettant en vedette notamment Guillaume Canet dans le rôle principal. Avec un petit pitch comme d'habitude. Après avoir échappé à une tentative de meurtre, Franck Lazareff, un ancien membre du GIGN, doit retrouver sa femme, Léa, enlevée par un groupe mystérieux. Génial. Vous aviez vu Ne le dis à personne ? Oui. Et tellement d'autres films. C'est avec, entre autres, donc Guillaume Canet, mais aussi Alexis Manenti, Stéphane Caillard, Mathieu Kassovitz ou Nassim Liès, que vous aviez vu, je crois, dans Sous la Seine, récemment. Ouais, c'est peut-être très bien, cela dit. Bah, moi, je suis partant. Oui, moi aussi, c'est le genre de film que j'aime bien aussi. Ad Vitam et peut-être Le Jardinier, si ça nous a plu, seront au menu du prochain épisode de Originals. Tout à fait. Ce sera tout pour l'agenda d'aujourd'hui. Merci beaucoup Caroline d'avoir été avec nous. Je te propose par contre de rester bien confortablement sur ton siège. Tu vas passer l'interrogatoire habituel de fin d'émission. C'est l'interview originale de Caroline Vier. Caroline, je te rappelle le concept. 10 questions pour mieux cerner quelle utilisatrice de plateforme tu es. Est-ce que tu es prête ? Oui. On commence tout de suite. Ciné, animé, série, documentaire, qu'est-ce qui t'attire en priorité sur une plateforme ? Plutôt les séries. Parce que des films, je fais surtout le cinéma et donc des films, j'en vois beaucoup. Les séries ou les unitaires. Donc oui, ce sont des films aussi. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas pour intégrer toutes ces plateformes à tes habitudes ? L'argent. Non, mais je suis journaliste, donc je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi, évidemment, et on ne peut pas en faire l'économie, et c'est très bien parce que ça permet de voir d'autres choses. Voilà. Tu te souviens la première rencontre avec une œuvre de plateforme ? Je pense que c'était pas Okja au Festival de Cannes, le film de Bong Joon-ho, où ça avait fait scandale parce que le film ne sortait pas en salle. Je me demande si c'est pas ça, ma première... Est-ce que tu y étais à cette projection ? Absolument. Vous avez boum. Mais non, mais ça fait ça a pas fait bout longtemps parce qu'en fait ça a fait aussi beaucoup bout parce que c'est tombé en panne. Oui, c'était projeté au mauvais format. Il avait fallu nous le reprojeter. Donc ça avait été toute une histoire absolument et j'ai un très bon souvenir de ce film et après ils ont arrêté de passer des films de plateforme au Festival de Cannes. Est-ce que malgré tes abonnements, tu loues encore des VOD par exemple ? Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive notamment parce que ma fille est dans une école de cinéma et qu'elle a parfois besoin de voir des films, que mes DVD, je suis très partisane du support physique encore, et que certaines fois, ou je les ai pas, ou je sais pas où ils sont, et ça va plus vite de louer des VOD. Quel est d'ailleurs ton rapport au cinéma en salle ou même à la télévision depuis que tu as intégré tous les contenus de plateforme à tes habitudes ? Alors de par mon métier, je vais beaucoup en salle et c'est quand même la meilleure façon de voir les films. J'ai une salle de cinéma chez moi avec un très grand écran et des petits fauteuils que m'a installé mon mari. J'ai même du 35 mm, donc je suis plutôt une privilégiée, très beau son et tout ça. Mais je préfère la salle, oui, et je regarde absolument jamais la télé. Pas par snobisme, parce que ça se trouve pas en fait. Est-ce que tu es plutôt serial binger ou consommatrice raisonnée ? Raisonnée parce que j'ai pas le temps. En fait, de par mon métier, je vois beaucoup d'images, je vois beaucoup de films, donc il m'arrive tout bêtement de plus avoir envie de voir d'écran et de prendre un livre. Ça paraît dingue, peut-être, c'est le truc qui se feuillette, je plaisante, mais... ou alors de tomber folle d'une série et d'avoir envie de la dévorer comme culte sur Amazon récemment, ou Squid Game encore plus récemment. Oui, je voulais préciser tout de même que j'avais pas lancé le premier épisode de la saison 2 de Squid Game, que Caroline l'avait déjà terminé. Donc... Oui, parce que je les ai vus en avance tout bêtement pour le boulot, donc oui, c'est pour ça. Télé du salon, tablette au lit, téléphone dans les transports, c'est quoi ton support favori pour regarder des contenus de plateforme ? Eh bien, rien de tout ça. C'est soit ma petite salle de cinéma, soit télé dans la chambre.
Mais je ne regarde absolument jamais sur téléphone et jamais sur tablette. Donc on a une très grande télé, une belle salle où on peut projeter les contenus des plateformes. Mais alors, pour moi, le téléphone portable, c'est fait pour apprendre mes leçons de japonais, c'est pas fait pour regarder des films. Est-ce que les productions de plateformes sont un sujet de conversation avec tes proches en dehors du cadre de ton métier ? Bah, un peu, oui, déjà parce que l'homme de ma vie travaille pour Amazon, pour Amazon Studio. Et ensuite, oui, notre enfant s'y intéresse, on est cinéphiles et amateurs de séries tous les trois, donc oui, bien sûr, on parle de ce qui se passe, des produits importants dont tout le monde parle, où on se fait découvrir des choses aussi. Et on regarde aussi beaucoup de choses sur YouTube, parce qu'on parle beaucoup des plateformes, mais YouTube est aussi, on est d'énormes consommateurs de YouTube. Comment, alors c'est une petite question business un peu. Oui, vas-y. Comment on récompense les productions de plateformes pour toi ? Est-ce qu'on crée des nouvelles catégories dans des cérémonies qui existent déjà ? Ou on crée une cérémonie dédiée ? Comment tu verrais ça ? Je trouve qu'on a déjà suffisamment de cérémonies pour le restant de nos jours, donc on va peut-être en rajouter plutôt, parce que c'est bien ça. Ça va bien aller les cérémonies. On peut rajouter des prix, oui. Il y a des gens les méritent d'ailleurs. Il y a des choses très très bien sur les plateformes. Et si je prolonge la question, tu préférerais rajouter des catégories ou rajouter les productions de plateformes aux catégories existantes ? C'est une bonne question. Je pense qu'on pourrait rajouter des catégories parce que c'est pas du tout la même économie de production. Donc je trouve que ce serait malin de rajouter des catégories. Comme par exemple on fait au Golden Globe ou au Emmy où on met... Ou au syndicat de la critique. Au syndicat de la critique, absolument une merveilleuse organisation. Exactement. Et enfin, une question facile à poser, peut-être plus délicate à répondre. Quelle est ta plateforme préférée et pourquoi ? Je n'ai pas de plateforme préférée. Moi, je suis infidèle en termes de plateforme. Je regarde ce qui m'intéresse, là où ça m'intéresse, quand ça m'intéresse. Alors là, j'ai la chance d'en avoir beaucoup pour le boulot, donc de ne pas les payer. Je suis tout à fait honnête par rapport à ça. Donc, je regarde souvent les choses en avance pour le travail, parce que je fais des interviews, parce que je dois traiter les films plus souvent que les séries. Les séries, c'est quand même très, très chronophage, donc j'en vois pas autant que je pourrais avoir envie d'en voir. Mais... je ne peux pas avoir de préféré pour la bonne et simple raison que les choses sont très différentes et que toutes les plateformes ont d'excellentes choses comme de moins bonnes. Mais si on pouvait demander à ta télé ce que tu regardes le plus, elle répondrait quoi ? Je ne sais pas ce qu'elle répondrait. Elle répondrait que je regarde beaucoup de liens de films et pas tant. En fait, je sais pas ce qu'elle répondrait. Elle répondrait, ce serait entre Netflix, Disney et Amazon. Elle répondrait sûrement libérez-moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. C'est ça. Et alors, si ma télé parlait, elle répondrait YouTube, parce que c'est vraiment YouTube qu'on regarde le plus. On regarde énormément de contenu depuis que notre fille, qui maintenant a 18 ans, s'y est intéressée, parce qu'elle nous montrait ce qu'elle regardait. Donc, oui, c'est ce que je suis le plus, notamment pour l'animation. Il y a énormément de produits en animation indépendante qui sont tout à fait remarquables sur YouTube. Il ne faut surtout pas penser que que tout y est nul. Merci beaucoup, Caroline. C'était un plaisir. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'était Original, saison 1, épisode 9. On remercie donc notre invitée Caroline Vier, je rappelle journaliste culture à 20 minutes. On remercie Andou à la production. Tout à fait. Et Cinématiseur. Ouais, c'est les meilleurs. Ouais. C'est des potes aussi. Pour leur confiance et leur soutien. Nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné et séries, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye. Merci Caroline. Merci. À bientôt, messieurs. Bye bye. Au revoir.